Lucas vient de commencer à me présenter. Bon, je suis sur Astrosoft depuis presque le début, donc depuis plus de 25 ans maintenant, en tant qu'ASP06 et Barbitule ici sur Discord. Donc, professionnellement, il y a 29 ans, je suis rentré à l'Observatoire de la Côte d'Azur comme technicien. Et donc, j'ai fait des choses avec les professionnels de l'astrophysique, hein. Je travaille dans un laboratoire d'astrophysique aujourd'hui. Et donc, je suis ingénieur en instrumentation et je fais de la simulation, mais je fais aussi encore de l'instrumentation. Et parmi les choses que je fais, il y a la technique dont je vais vous parler ce soir, mais dans une forme plus simplifiée et un peu plus difficile, malheureusement, mais qui est à notre portée quand on est tout seul au pied de son télescope avec une caméra et qu'on veut savoir si le télescope, si on veut chercher à connaître un peu la qualité de l'optique qu'on utilise, quoi. Mettre un chiffre dessus. Donc, ma première slide. euh, En fait, sur un télescope, et sur la plupart des télescopes, c'est assez facile de modéliser le télescope. Sur un Newton, ben, on voit bien que c'est le primaire qui fait tout le boulot, donc on arrive à imaginer que la surface d'intérêt, c'est le primaire, et quand on va chercher à caractériser ce télescope, on va voir principalement les défauts du primaire, également ceux du miroir plan du Newton, mais bon, on définit en fait ce qu'on appelle une pupille d'entrée, et c'est une ouverture, donc dans ce cas-là, le primaire du Newton, qui va en fait, qui va être l'ouverture qui limite le plus l'arrivée de la lumière au foyer de l'instrument. Sur une lunette, ça va être la monture de l'objectif à l'avant, c'est encore plus simple, hein. Après, pour des objectifs photo, pour des zooms, enfin des choses comme ça, on arrive également à définir des pupilles d'entrée, mais en gros, on arrive à simplifier l'instrument sous cette forme-là, c'est-à-dire une simple ouverture avec des défauts. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, on Non? la voit. D'accord, merci. Et donc l'instrument, qu'est-ce qu'il fait? Il observe une source, une étoile ou une source artificielle très loin, ou une source ponctuelle à un centre de courbure. Il y a ce qu'on appelle un front d'onde, c'est-à-dire des photons qui sont en phase. Parce qu'ils sont suffisamment loin de la source, on peut considérer que les photons se déplacent sur un front plan. Pour l'instant, on dit qu'on n'a pas de turbulence atmosphérique, donc notre front d'onde ici, notre front plan de photons, il reste plan jusqu'au télescope, et après le télescope, ben, quand il a franchi la pupille d'entrée, qui représente en fait ce télescope, au foyer, on va obtenir une tâche d'Airy qui sera plus ou moins parfaite ou plus ou moins détériorée par les défauts du télescope qu'on appelle des aberrations. C'est juste pour placer un peu le vocabulaire. Donc, la fameuse fonction de transfert, là, j'ai choisi de vous en parler comme d'un objet mathématique, c'est-à-dire, c'est une opération mathématique qui permet de, comment dire, c'est, vous avez la même information dans votre pupille, dans votre modèle de télescope avec sa pupille et ses aberrations que dans la fonction de transfert. C'est juste qu'elle est codée différemment. Vous avez un module qui est en général, vous avez peut-être entendu parler de FTM pour les objectifs photo. Ben c'est construit à partir du module de la fonction de transfert qu'on voit ici, et vous avez ce qu'on appelle une phase. Et en fait, le module contient
toute l'information de votre télescope avec ses aberrations, mais la phase également. Et c'est juste deux façons de présenter les choses différemment, quoi, en fait. Mais son intérêt, c'est qu'elle, en fait, elle, comment ben, je le marque ici, lorsqu'on observe une étoile ponctuelle sur l'axe, la fonction de transfert, c'est la façon dont le télescope va coder l'information que constitue cette étoile, en fait, observée à l'infini. Et, euh, et c'est ce qui caractérise complètement le télescope, en fait, sur l'axe optique. Alors, au passage, j'ai fait une petite note. J'ai pas fait exprès, j'ai réellement créé cette carte d'aberration et cette pupille. J'ai calculé numériquement le module et la phase de la fonction de transfert, et c'était pas prévu du tout. On commence à voir ici deux ronds dans la phase, et en fait, c'est lié ici à cette aberration ici dans la carte des aberrations qui est plus brillante que toutes les autres. L'information a été recodée d'une certaine façon dans la phase. Euh, le problème, donc, je reviens en arrière, ceci, c'est une opération numérique, ça se fait numériquement très bien. Pour le faire physiquement, c'est une autre, c'est beaucoup, ça se fait pas en fait en général. Donc, pour calculer la fonction de transfert, il faut faut s'y prendre autrement. Et donc, ce qu'on fait, on va prendre une image au foyer du télescope. Et il se trouve que l'image de la tâche de diffraction, c'est également une autocorrélation de, de, de votre télescope, mais à travers ce qu'on appelle une opération qui s'appelle une transformée de Fourier. L'opération qui permet en fait à la lumière d'aller de l'objectif au foyer. Physiquement, ça se modélise très bien comme une transformée de Fourier, c'est une opération mathématique. Et ce qu'on va faire, une fois qu'on a l'image de la tâche de diffraction, ben là, on a gagné parce qu'on va pouvoir faire une transformée de Fourier numérique inverse pour revenir à notre fonction de transfert. Et donc, il est possible de calculer la fonction de transfert optique du télescope à partir de l'image de sa tâche de diffraction. Ça, c'est la base. Et donc, la méthode dont je vais vous parler ce soir, elle utilise donc ce principe-là. On a un télescope qui a une certaine caractéristique de diamètre, et ainsi de suite. Là, dans le jaune, on peut imaginer qu'on a l'araignée, qu'on a un morceau du porte-oculaire qui dépasse. Enfin, il y a tout ce qui va traîner dans votre ouverture, dans votre pupille. Et vous avez les défauts du télescope. Et cet ensemble, ben, on en enregistre une tâche de diffraction. Et ce qu'on va faire, on va modifier très légèrement la pupille, on va rajouter on va enlever un morceau de la pupille, un morceau très petit, de l'ordre du pourcent, voire moins, et on va produire une autre tâche de diffraction qu'on va enregistrer. Bon, là, on ne voit pas très bien, mais a priori, les deux tâches de diffraction, elles n'ont pas beaucoup changé, et donc la modification qu'on a apportée ne semble pas vraiment importante dans l'image. Mais si on prend la peine de faire la soustraction des tâches de diffraction entre elles, on voit apparaître un motif qui, lui, montre de façon sensible que, en fait, cette petite modification dans la pupille a fait une modification assez étendue dans le plan focal. Voilà. Et donc, ben, on va reprendre donc ces deux images de tâches de diffraction avec la pupille normale et la pupille modifiée.
On va réaliser pour chaque tâche de diffraction une transformée de Fourier numérique, hein, numériquement. On va obtenir deux modules et deux phases, enfin une module et une phase pour chaque tâche de diffraction. Et quand on va faire la différence des modules ou la différence des phases, dans la différence des modules, on voit apparaître la forme de la pupille d'entrée qui est, qui est flou. En fait, il y a un flou qui apparaît également qui est lié à la taille de la modification que vous avez apportée à la pupille. Et alors là, c'est pas très visible, je suis désolé, j'ai pas pris le bon exemple. Enfin, j'ai fait ça ce matin, j'ai pas pris le temps de le faire correctement, mais la carte des aberrations du télescope apparaît dans la différence des phases des fonctions de transfert optique. Et donc ça, c'est la méthode c'est le principe de la méthode, quoi. C'est vraiment, vous faites deux tâches, vous faites deux images de la tâche de diffraction, vous prenez leur transformée de Fourier et vous faites la différence des transformées de Fourier et vous arrivez à sortir ces deux cartes. Ça prend 3 lignes de code, hein. C'est vraiment, c'est rien à faire. Et donc ça, c'est la théorie. Et quand on a le temps, ben, on peut choisir les aberrations qu'on veut et faire des cartes plus jolies que celles que je viens de vous montrer. J'en suis désolé, j'essaierai peut-être d'améliorer ça si on a le temps, si ça a un intérêt de garder la présentation. Mais euh, quand on passe dans la vie réelle, malheureusement, c'est plus compliqué de faire de la fonction de transfert optique différentielle. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis le choix entre la pilule bleue et rouge. C'est parce que ben, aller dans la vie réelle, c'est on prend la pilule rouge et puis on essaie de voir ben, comment ça marche et on essaye de trouver des cas d'usage, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut appliquer cette méthode d'évaluation. Alors ce soir, je vous montrerai un exemple avec un contrôle au centre de courbure, avec un miroir qui vient d'un télescope Dixon 130 mm qui a 40 ans, donc c'est un miroir aluminé, il a des défauts, vous verrez, voilà, donc je vous montrerai ce que j'ai obtenu sur ce miroir. À l'atelier aussi, sur un plan en autocollimation, on peut envisager de tester un instrument entier ou sur une lunette d'évaluer le chromatisme ou le sphérochromatisme également, par exemple. C'est des exemples. Sur le ciel, par exemple en imagerie planétaire, il y a des amateurs qui couramment font, en plus de leur AVI sur Jupiter ou sur Mars, ils vont aller faire un film également sur une étoile pour créer donc une tâche de diffraction par méthode de shift anode. Et ils vont utiliser cette étoile pour déconvoluer l'image de Jupiter ou de Mars qu'ils auront obtenue avec leur logiciel. En fait, ils sont déjà tout équipés pour utiliser cette méthode, puisqu'on va pouvoir utiliser le même setup, les mêmes barlots, les mêmes filtres, voilà, mettre un ADC, tout ça, et on va pouvoir évaluer la qualité optique de l'ensemble de la chaîne optique sur le ciel, par exemple, et pas seulement réaliser une tâche une PSF, une tâche de diffraction, et faire avec, quoi. Si ça se trouve, il y a moyen d'améliorer le setup, et pour ça, il faut le caractériser avant, et la méthode dont je parle permettre de le faire. Parmi les autres choses auxquelles j'ai pensé, j'ai eu utilisé dans le temps un 400 mm dont la collimation variait selon la direction dans laquelle on le pointait dans le ciel. Donc parce que le tube fléchissait énormément en fait. Et ça aurait été amusant de peut-être de voir comment évolue la qualité de l'instrument selon la direction pointée, quoi. Voilà. Et donc, ben, dans la vie réelle, il y a des contraintes, et donc je vais vous en parler. Il y a 3 slides maintenant sur les contraintes. C'est pas des grosses contraintes, mais c'est un peu agaçant quand même.
La première contrainte, c'est que votre tâche de diffraction, il faut qu'elle fasse un peu plus qu'un pixel. Et on est en général, on essaye de faire, il y a ce qu'on appelle la largeur à mi-hauteur. Donc vous imaginez votre tâche de diffraction, hein, c'est une espèce de pic, et vous mesurez à mi-hauteur de cette tâche, entre le maximum et le premier zéro de la tâche de diffraction, vous mesurez la largeur de votre tâche, et on essaye en général de mettre au moins 2 pixels sur cette largeur à mi-hauteur pour échantillonner à minima correctement l'image de la tâche de diffraction. Là, sur l'exemple de ce soir, j'étais à 3,5 pixels pour la largeur à mi-hauteur. C'est vraiment très juste déjà. Il faut viser plus de 4, peut-être jusqu'à 8 pixels, parce que bon, c'est, on gagne vraiment en précision de mesure, je pense. On perd en lumière parce que forcément votre tâche de diffraction elle est répartie sur plus de pixels, donc ben, il y a moins de lumière par pixel. Donc c'est un peu plus compliqué à faire de bonnes images, mais il faut essayer de bien échantillonner la tâche. Et c'est là que vient un des problèmes principaux, je pense, de la méthode, c'est qu'il faut des pixels très petits parce que, en général, je donne l'exemple d'un instrument à f sur 10, la, la largeur à mi-hauteur, c'est quelques microns, 6 microns 5. Donc, il faut des pixels qui fassent moins de 3 microns, quoi. Et finalement, c'est plus facile aujourd'hui d'avoir des caméras avec des petits pixels, mais c'est pas si courant que ça. Et bien entendu, on aime avoir la tâche, mais on devrait avoir également les anneaux, plusieurs anneaux de diffraction, de la tâche de diffraction, parce que ce sont eux qui vont nous donner la, les pixels dans la résolution dans vos aberrations, dans votre carte d'aberration, c'est les anneaux de diffraction qui vont vous la donner. Donc il faut à la fois avoir beaucoup de pixels parce qu'on veut enregistrer la, la tâche de façon suffisamment élargie, et en même temps il faut des petits pixels pour bien échantillonner la tâche. Donc il y a des caméras qui existent, hein. Donc, bien entendu, on peut mettre une Barlow ou un oculaire pour euh, avoir un meilleur échantillonnage, mais on va ajouter un élément optique dans dans la chaîne optique, donc qui va apporter sa contribution sous forme d'aberration. Il faudra peut-être bien la caractériser pour la retrancher. Ensuite, là, c'est assez trivial. En fait, c'est une méthode qui fait de la soustraction d'images, en fait. Vous faites la soustraction entre deux tâches de diffraction qui sont quasiment identiques. Elles sont identiques à plus de 99%. Ça veut dire que vous avez eu beaucoup de mal déjà à échantillonner correctement votre image et tout ça. Et vous allez prendre ces deux images, vous allez les soustraire l'une à l'autre. Il restera très peu de signal, en fait, dans cette différence d'image. Et donc, le corollaire, c'est qu'il faut faire genre 10 000 images, quoi. Il faut faire un nombre très important d'images pour avoir du signal à bruit, pour avoir beaucoup de signal. Il faut empiler beaucoup d'images pour que votre PSF soit vraiment bien et une photométrie d'excellente qualité, quoi. Et comme ça, lorsque vous ferez la différence des fonctions de transfert optique pendant la réduction des données, il restera suffisamment de signal à exploiter pour voir ce que vous cherchez à déterminer, quoi. L'avantage quand même qu'il y a, c'est que souvent il y a de la turbulence. Euh, sur le ciel, c'est évident, mais dans l'atelier, il y a aussi également beaucoup de turbulence.
Et l'inconvénient, ben, il faut des gros disques durs parce que, par exemple, pour ce soir, là, j'ai fait des films de 5000 images, de 2 mégaoctets, ça fait 10 gigas, quoi. Donc, vous faites quelques séries de films, vous avez très vite 100 gigas, quoi. Il faut faire attention à la place sur le disque, quoi. Et le truc important, donc le réglage de caméra, là, je vais aller assez vite, mais vraiment le truc que j'ai marqué 2 fois, il ne faut pas toucher au gamin. Le gamma, c'est un truc auquel tout le monde touche parce que c'est bien pratique, parce que c'est une loi de puissance qu'on applique sur l'image et qui permet de faire ressortir le fond de l'image, quoi, de façon très pratique, si ce n'est qu'à ce moment-là, votre image, il n'y a plus de relation linéaire entre l'intensité du pixel et l'intensité de comment, comment entre le signal que vous recevez et l'intensité que vous enregistrez. Lorsque votre caméra est linéaire, si vous recevez 2 fois plus de signal, vous avez un pixel qui est 2 fois plus brillant. 4 fois plus de signal, votre pixel est 4 fois plus brillant. Voilà. Si vous touchez au gamma, c'est fini. Donc, et le problème derrière ça, c'est que ça ne vous empêche pas de calculer quelque chose, mais ce quelque chose n'aura pas la signification que vous attendez de la méthode. C'est-à-dire que la phase, enfin, les aberrations que vous allez calculer ne seront pas justes, quoi. Elles seront même complètement fausses, probablement. Ensuite, bon, il y a des temps de pause courts pour figer la turbulence, un format d'image aussi brut que possible pour ne pas perdre d'informations au moment de l'enregistrement de l'image. Il n'est pas nécessaire de faire des flats ou des darks, parce qu'en fait, c'est un bon dark ou un bon flat, c'est très difficile à fabriquer. Et en général, lorsque vous les appliquez sur ce genre d'image, ça vous détruit l'information dans la différence d'image, quoi. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais il ne faut pas faire de dark et de flat. Idéalement, bon, moi j'ai enregistré des images sur 12 bits. Si vous avez que 8 bits, vous faites avec 8 bits de profondeur de numérisation, mais sinon, si vous pouvez faire plus, il faut faire plus. Et puis bon, l'étoile au milieu du capteur pendant l'enregistrement, c'est pas mal. Alors ça, c'est peut-être plus rigolo. On retrouve les pots de confiture Bonne Maman sur la photo. Donc ça, c'était la manip chez moi, dans mon coin de cuisine. On voit le miroir au fond. On voit un verre qui porte un objet qui, en fait, l'objet porte, c'est un stylo sur lequel j'ai collé une pile bouton, quoi. Et donc j'ai fait 2 séries d'images, une sans la pile bouton et une en insérant légèrement la pile bouton dans le trajet de la lumière devant le miroir. C'était ma 2e série d'images. On voit ma source de lumière, c'est un laser rouge dans une fibre monomode. On verra les détails tout à l'heure. Il y a une caméra, la fibre est là, il y a un PC pour enregistrer l'image. La mise au point, elle est faite en bougeant la table, hein, parce que j'avais pas de translation linéaire autre que celle-là. Voilà. Et on arrive à bosser comme ça, malgré les courants d'air, malgré toutes les vibrations, et bien que ce soit pas fait pour ça. Donc j'ai fait différents essais de modification de pupille. On retrouve le pot de confiture Bonne Maman avec son pied à coulisse qui déborde sur le miroir. Là, c'était pas très joli ce que j'obtenais parce que bon, la forme c'est un pentagone et ça faisait des drôles de choses dans les résultats. Et ici, j'avais une pièce de 5 centimes, je crois, c'était trop grand. La, En fait, la perturbation que vous faites, plus l'objet que vous mettez pour faire la modification de l'ouverture est grand, plus votre résultat sera flouté, en fait. Le résultat, il est convolué par la taille de l'objet par la taille de la modification. Et donc ça, c'était la 3e solution, c'était la batterie.
Là, ben, on reconnaît à gauche, c'est donc la caméra qui tient qu'un serre-joint et la fibre optique qui est calée sur une pièce de monnaie, hein. Une fois que vous avez obtenu le réglage, vous n'y touchez surtout plus et puis vous enregistrez vos séquences d'images et ça marche. Voilà, donc après ça, vous avez deux séries d'images qu'il faut réduire. Donc j'ai écrit un bout de code d'une centaine de lignes ben, que je sais faire fonctionner. Euh, En vrai, la phase de la fonction de transfert différentiel, optique différentielle, elle ressemble à ça. Euh, voilà, c'est il faut aller chercher, isoler une des deux copies des cartes d'aberration là. Donc c'est l'objet de la petite fenêtre en noir et blanc. Donc on voit que l'ergonomie du logiciel est quand même très rudimentaire, quoi, pour dire les choses. Mais j'arrive à produire, à extraire la carte des aberrations et à l'enregistrer dans un format de fichier qui est compris par DFT Fringe. Et du coup, ben, je peux charger ma carte des aberrations dans DFT Fringe. Et ben, lui, il est capable de me sortir un Strel, un RMS, et ainsi de suite. Et voilà, donc je suis bien content d'avoir DFT Fringe parce que ça m'a. Ben, j'ai pas eu à coder tout ça, quoi, hein. L'air de rien, il y a beaucoup de boulot derrière ce genre d'interface, quoi. Qui sortent les aberrations une par une avec leurs valeurs et ainsi de suite. C'est quand même très, très puissant et très utile. Et j'ai également réalisé un test à l'interféromètre de base du même miroir. Donc je vous rappelle, c'est un 130 qui a une focale de 650 mm, hein. C'était un Newton Vixen d'il y a 40 ans. On voit qu'on ne trouve pas les mêmes valeurs. Il y a 10 ou 20% d'écart quand même, hein, entre entre les valeurs trouvées par les deux méthodes. Alors, il n'y a pas le même nombre de points de mesure et surtout le diamètre de, de la pupille, enfin oui, de la pupille dans la FTOD, il est flou. La pupille, elle est floue une fois qu'elle a été convoluée par la modification. Et je vais revenir deux trucs en arrière. Non, c'est là. Je ne sais pas si ça se voit très bien, mais il faut, quand j'applique mon carré, là, mon rectangle, pour aller choper ma carte des aberrations, ben, c'est pas super précis, quoi. Donc c'est le même problème que dans DFT Fringe, c'est chercher un pourtour et extraire exactement la bonne carte, quoi, qui nous intéresse, la carte d'intérêt, là. Voilà. Mais ça marche plutôt pas mal, hein. C'est mon premier essai quand même, hein. Donc c'est sûr qu'au boulot, on travaille dans de meilleures conditions avec une méthode un peu différente, mais là, à la maison, dans le coin de cuisine, pour un premier essai, je suis assez content en fait. Donc, je pense que c'est un nouvel outil que, bon, je ne m'attends pas à ce que les gens se jettent dessus non plus, hein, mais ça peut avoir un intérêt. Euh, ben, j'ai donné quelques cas d'usage. Ça ne donne pas la même information qu'un interféromètre de base, c'est sûr, à l'atelier. Ça n'a pas la même dynamique non plus, hein, qu'un interféromètre de base. On peut mesurer plusieurs lambdas. Là, avec la FTOD, on peut mesurer, je dirais, jusqu'à un lambda d'aberration. Euh, et un lambda pic to valley, hein, donc ça fait beaucoup moins. C'est plutôt une méthode de mesure qui est pas mal pour caractériser un instrument entier sur le ciel ou sur un plan d'autocollimation. Voilà. Le logiciel, ben, on a compris que c'est très rudimentaire. En fait, il y a presque tout à faire.
Et ben, pour ceux qui veulent en savoir plus, mais qui lisent l'anglais, malheureusement, l'article est disponible. Il y a un article qui présente la méthode, hein. La méthode, elle date de 2012. Là, le papier que je cite, il date de 2013, mais c'est presque le même, il est un peu mieux. Et vous pouvez le charger en ligne et il est relativement lisible. On gagne à le lire plusieurs fois pour comprendre voilà, le principe de la méthode et les limites surtout. Et je crois que j'ai fini. Bah, merci beaucoup parce que tu nous exposes une méthode qui est effectivement absente en l'état du monde amateur, alors que la mise en œuvre a l'air alors à la fois très simple dans le dispositif, mais assez complexe quand même dans la partie acquisition. Est-ce que les éléments déjà présents dans un instrument peuvent être utilisés pour faire le même type de test, c'est-à-dire mettons un tube idéalisé avec une pupille exempte d'éléments qui s'y introduisent, et puis tu ajoutes par exemple un porte-filtre ou des choses Oui, comme ça, et tu en profites pour caractériser ça sur le ciel. oui, on pourrait. De toute façon, tu gagnes à utiliser la méthode avec une lumière. Là, j'ai utilisé un laser, c'est pas nécessaire. J'aurais pu utiliser une diode rouge également. Et, je ne vous ai pas mis l'image, mais j'ai aussi utilisé la lumière blanche d'un smartphone sur une fibre monomode télécom. Ça marche aussi. Mais la, ta, ta tâche de diffraction devient floue et de moins en moins jolie, quoi, en gros. Et forcément, l'information que tu vas extraire de la FTOD en français, elle sera moins importante. Ceci dit, ensuite, tu peux insérer, donc si je comprends bien, tu veux insérer des filtres, tu veux insérer d'autres, enfin, exactement, j'ai pas. Tu veux savoir si on peut caractériser en différentiel des éléments optiques, peut-être? Non, c'était plus pour imaginer un dispositif expérimental assez simple, c'est-à-dire que tu as ton instrument, une source ponctuelle, et tu tires parti de ce que tu ajoutes en temps normal au chemin optique en faisant ta session d'astrophoto, par exemple, ou, ou je sais pas quoi, c'est-à-dire des petits éléments qui, d'ordinaire dans un télescope, rentrent dans le chemin optique et vont agir comme ta petite perturbation, type même un miroir hors de son télescope ou dedans avec l'araignée, est-ce que ça marche? Ah, tu veux comparer. Alors, il faut que la perturbation elle soit au bord de l'ouverture, quand même, hein. D'accord. Oui, oui. Sinon, sinon tu n'arrives pas à séparer les cartes. Les cartes d'aberration ne se séparent pas. Tu arrives à séparer les. En fait, tu fabriques des jumeaux de ta pupille dans le module et des jumeaux de tes aberrations dans la phase. Et pour qu'elles soient séparées, il faut que la perturbation elle soit au bord de l'ouverture. Voilà. Et donc, si tu fais une perturbation plus loin dans l'ouverture, quelque part, par exemple, de l'araignée, près du secondaire, ça va marcher quand même, mais tes cartes vont être superposées et l'information ne sera pas implicite, quoi. Enfin, elle sera pas explicite, pardon. Et alors, il y a des gens qui, alors chez les pros, hein, ça se fait, hein, c'est quand vous voyez des images de planètes autour d'étoiles avec des coronographes et où il fait tout noir autour de l'étoile et on voit une petite planète qui sort à peine de l'obscurité. Typiquement, ils ont derrière ce genre de sensors de front d'onde en temps réel sur le ciel et ils font ce type de choses, c'est-à-dire ils font pas qu'une seule carte, ils font une multitude de cartes avec des recouvrements entre les jumeaux qui sont variables et ils construisent
qu'on appelle des matrices d'interaction avec l'optique adaptative, avec les miroirs déformables de l'optique adaptative, pour corriger en temps réel l'image qu'il y a dans le champ, quoi. Donc ça se fait, mais on est très loin de ça là. Hein. On peut pas. Toute la littérature est accessible, même les codes existent, mais c'est un gros boulot. Hein. C'est des experts en général qui font ça. Hein. C'est des gens qui ne font que ça. Quoi. Ok. Cette méthode, elle est utilisée chez les pros, mais on ne met pas en la modification de la pupille, c'est pas un obstacle qu'on met. On n'enlève pas un morceau de la pupille, quoi. Ce qu'on fait, c'est qu'on a des miroirs déformables dans le trajet optique, et un miroir déformable, on peut le faire avancer ou reculer, en fait. Et donc le bord, on le fait avancer ou reculer un tout petit peu, et on introduit une erreur de phase, mais ça a le même impact, en fait, on arrive comme ça à séparer les cartes des aberrations. Et pour cette méthode, elle est utilisée, en gros, on a déjà un Strel, donc on a déjà une tâche de diffraction qui est parfaite, qui est avec un Strel supérieur à 90 ou même 95%. Et avec ce genre de méthode, on va aller chercher 98%, 99%. Quoi. C'est à ça que ça sert normalement. Et ça a été utilisé. Alors, ça a été. Je pense qu'ils l'ont testé sur le JWST aussi. Mais en fait, ils n'en ont pas besoin. Ils ont cette méthode-là en backup si la méthode officielle, elle ne marche plus. Voilà. Donc, ça, c'est utilisé sur les instruments pro. Là, ce que je propose, c'est de l'utiliser sur des instruments amateurs pour avoir une évaluation pas super précise, mais d'un défaut ou tu as un doute sur ton setup, tu penses qu'il y a un problème d'aberration quelque part, ça permet peut-être de le caractériser et de réfléchir à une façon de le contrer, quoi. Alors, on a Pollux qui parle Oui, des paramétrages de DFT-Fins. oui, ben, c'est un miroir de Newton pour un télescope de Newton. Donc j'ai laissé le cas à -1, quoi. Et donc c'est peut-être probablement une sphère ou pas loin, et ce miroir. Mais j'ai choisi ce miroir parce qu'il y avait quelque chose à montrer, quoi. Il est pas bon, hein, le miroir, on est d'accord. Et de toute façon, dans ce télescope, il y a un secondaire énorme qui cache la grosse bosse centrale. Et le but du jeu, c'était de vous montrer un miroir où il y avait quelque chose à mesurer, quoi. J'aurais aimé faire le test sur le ciel, donc si quelqu'un a des films de tâches de diffraction sur le ciel, avec et sans modification de la pupille, je suis preneur pour tester la méthode. Alors, je pense qu'on pourra passer un appel sur AstroSurf pour ça, parce que des cadors de l'astrophoto qui font des films de PSF en quantité, on doit en avoir quand même. Oui, oui. Alors, si on a... C'est difficile de le faire Pardon, de chez vas-y. moi, malheureusement. Et Alors, dans la région du Pod. bah, il fait beau souvent, mais finalement, j'observe très peu maintenant. Hein. Faut dire les choses. Bon, si personne Qui, Rafou? ne souhaite intervenir ou discuter, euh, vous êtes officiellement libéré. Je vous remercie Ouais. d'avoir suivi toute cette présentation.